D'accord. Merci beaucoup. Monsieur le Président, en ce qui vous concerne, vous pouvez encore nous en parler encore un peu plus, les objectifs d'Africanement. Je vous remercie. C'est toujours un honneur pour moi de parler d'Africainement, qui est notre joyau, le moment. Et donc, Africainement est un réseau d'excellence de jeunes pour la promotion du développement. Et c'est un réseau qui est né en France, issu de plusieurs réflexions. Et c'est un réseau qui a pour objectif de responsabiliser les jeunes. Les responsabiliser à quel niveau? En leur disant que le développement de l'Afrique sera effectif, que quand nous allons avoir la capacité de d'abord se réunir pour échanger, ensuite mener ensemble des actions concrètes. Et c'est pourquoi, depuis quelques mois, nous avons mis en place ce beau projet et nous continuons à le mettre sur les écrans afin qu'il soit connu de plusieurs, pour qu'ensemble on puisse réunir toutes les forces vives qui pourront nous permettre, bien sûr, de réaliser notre objectif, qui est le développement de l'Afrique par l'action jeune. Et pour vous en dire davantage, nous sommes subdivisés en 3 pôles pour permettre à ce que les objectifs soient facilement atteints. Nous avons le pôle Africainement Intellect qui a d'ailleurs entamé une tournée dernièrement à l'international, qui était conduite par moi-même, où il fallait rencontrer d'autres communautés, d'autres pays et prévoir déjà certaines rencontres qui devraient prendre forme d'ici le mois de septembre. Et ce pôle Africainement Intellect, comme je le disais tantôt, pense des activités intellectuelles, des rencontres, les cafés, les colloques, avec pour finalité d'être force de proposition, c'est-à-dire réfléchir, recueillir toutes les solutions par rapport aux thématiques bien spécifiques sur tous les domaines, les domaines de l'Afrique, c'est-à-dire l'économie, la santé, bien sûr l'informatique et j'en passe. Et nous avons ensuite le pôle Africainement Social, qui est un pôle d'action, qui est composé de 2 commissions, la commission Action Sociale, parce que nous ne pouvons pas dire que nous allons mettre en marge le social, il faut agir pour l'Afrique. Et ce pôle la commission Action Sociale mobilise des fonds pour agir dans l'éducation principalement, c'est-à-dire permettre à toutes les villes d'Afrique, dans les contrées, d'avoir accès à l'éducation, des livres, des ordinateurs, aussi la capacité à être en contact permanent avec les évolutions dans le monde, donc pouvoir leur donner cette chance-là. Et nous avons l'engagement social, voilà, qui est en fait Africainement chaque année décide d'agir pour un combat de société. Cette année c'est le vert. L'année prochaine il y a de fortes chances que ce soit l'urbanisation. Donc quand nous choisissons le vert, nous essayons de mettre en place un programme pour que déjà les gens voient l'importance du vert et quelle action nous pouvons mener aussi pour que nous soyons dans le développement durable qui est aujourd'hui un enjeu international. Et voici un peu les 2 pôles principaux d'Africainement. Et on a le dernier qui est Africainement Community, j'en parlais tout à l'heure, qui pense des activités pour entretenir notre communauté africainement sur les réseaux sociaux. Donc nous avons des web activités en vue. La première qui est le Mind Week que vous allez voir sur vos écrans à partir d'août. C'est inédit, c'est pour permettre aux jeunes de comprendre certaines expressions courantes qui ne sont pas de sens bien perçu. Il s'agit par exemple du PIB, du féminisme. Et pour nous, il y a des enjeux qui sont cachés derrière ces termes. Et c'est pour réfléchir ensemble. Donc en gros, Africainement Community entretient la communauté avec des web activités. Elle pense aussi, bien sûr, des événements en ligne pour faire interagir tout le public. Et voici les 3 pôles d'Africainement. Et avec ces pôles-là, nous pensons que nous pouvons atteindre nos objectifs. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de toute cette présentation avec le secrétaire à la communication. Nous allons entamer notre émission d'aujourd'hui qui concerne la Banque de demain en Afrique, comment s'inventer, parce que je sais que c'est ton domaine d'activité. Comment, selon vous, comment on peut changer les banques en Afrique subsaharienne au niveau de l'informel afin que les banques puissent devenir vraiment les banques, parce que vous avez parlé tout un tas vous êtes un humaniste, vous avez des projets humanistes, vous menez des projets d'intérêt général durable. Maintenant, nous allons aborder les canaux au niveau des finances.
concernant les banques en Afrique subsaharienne. Est-ce que les banques peuvent financer ce projet? D'accord, je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez précisé d'ailleurs quand on s'était eu au téléphone, vous avez dit que l'objectif aujourd'hui était de rendre vraiment le thème très simple. Ce n'était pas d'employer trop de thèmes financiers pour permettre à la grande majorité de comprendre les réels enjeux de la banque. Et c'est bien sûr sur ça que nous voulons nous mettre pour cette première édition. Et nous savons que par la suite, nous allons pouvoir employer des thèmes plus techniques. Les autres auront déjà compris les fondements, les fondamentaux, et bien sûr, on pourra élever le niveau. Alors, avant de rentrer dans le sujet proprement dit, il serait important de comprendre ce que c'est que la bancarisation, puisque on l'a dit déjà dans la présentation de l'émission qu'on a un faible taux de bancarisation. C'est vrai. Donc, la bancarisation se définit comme la proportion de la population titulaire d'un compte bancaire. Et donc, quand on parle de taux de bancarisation, bien sûr, c'est de voir le pourcentage de la population qui utilise des services bancaires et tout et tout. Voici comment on peut comprendre la bancarisation de façon simple. Aujourd'hui, cette bancarisation est très faible en Afrique, tourne autour de 10 à 20%. Cela veut dire que, bien sûr, quand on a une bancarisation qui est faible, il y a un problème dans l'économie, parce que il faut d'abord contrôler les flux financiers, chose qui n'est pas le cas. Il faut aussi avoir la disponibilité du crédit dans une économie pour que cette économie puisse se développer. Donc, lorsque la bancarisation n'est pas effective, nous sommes autour de 10 à 20%, alors qu'en France, la bancarisation a dépassé le plafond de 85%. Voyez-vous la différence? Donc, il est important qu'on puisse se pencher clairement sur cette question, parce que la banque va mal. Oui, la banque va mal en Afrique, mais connaissant que l'Afrique, c'est un continent, il y a un grand, selon la Banque mondiale, un gros taux de liquidité qui circule de main en main. Comment l'argent qui circule de main en main, que c'est l'économie, que chacun met ses économies sous un matelas, comment apporter la confiance aux populations pour qu'ils puissent venir faire des dépôts sur des banques en Afrique? Et n'y a-t-il pas un manque de confiance de nos populations envers les banques africaines? Je vous remercie. Bien sûr, là, vous rentrez carrément dans les problèmes que rencontre la banque, et c'est un classique, on va l'évoquer. Il faut dire déjà que nous ne cherchons pas forcément à donner des clients à la banque. Nous voulons que les nécessités soient observées. Il faut que pour la population, la banque soit une nécessité. Et donc, pour que la banque soit vue comme une nécessité, il faut déjà que la banque soit proche du client. Il ne faudrait pas que nous restions dans un modèle occidental traditionnel. Il faut se dire que si aujourd'hui la banque est tant bancarisée, c'est parce que la population a d'abord compris l'importance de la banque. Et les personnes, sinon les personnes morales, je veux dire, les plus habilitées aussi à montrer l'importance de la banque, c'est eux-mêmes. Il y a un manque de communication au niveau de nos banques en Afrique, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on arrête 10 jeunes, moins de 2 jeunes sur 10 pourront nous dire exactement les principaux services de la banque. Et si l'on veut rentrer clairement dans les profondeurs, il faut dire que ça fait partie de la culture africaine de garder l'argent sur soi. Et c'est une culture, donc c'est le premier problème que l'on rencontre. Deuxièmement, on a les coûts, les frais de tenue de compte et tout et tout. Nous connaissons les réalités africaines. Donc, quelqu'un qui sereinement garde son argent à la maison et se doit d'aller payer une personne à des coûts très élevés par rapport à notre niveau d'économie, pour garder de l'argent, pour mettre de l'argent en banque, il y a déjà quelque part de la réticence. Donc, en ce sens, il est important de revoir cet aspect pour que cela puisse intéresser. Mais aussi, et très important d'ailleurs, nous ne pouvons pas ne pas parler de cette actualité phare, c'est l'arrivée des mobile money qui ont explosé sur le marché. Et cela est un concurrent indirect de la banque. J'ai envie de dire un concurrent direct, mais comme il ne propose pas tous les services de la banque, on a envie de s'arrêter à ce niveau. Les mobile money aujourd'hui sont sur le marché. Et qu'est-ce qui a créé ce succès? C'est parce que déjà, lorsque je veux faire un dépôt d'argent, il y a cette facilité à se rendre à quelques 50 ou 100 mètres pour déposer l'argent sur mon compte. Alors bien que quand on va en Afrique, si je veux faire référence à la Côte d'Ivoire, dans une commune comme Cocody, il faut se déplacer à plusieurs kilomètres pour d'abord avoir une agence. Et une agence pour une grande proportion de la population, c'est dire que... à la fin, si je vous comprends bien, ça veut dire que
il n'y a pas de banque de proximité pour pouvoir s'approcher des populations afin effectivement de motiver que les populations viennent déposer les demandes. C'est par rapport aux innovations, technologies du numérique. Ça veut dire que les jeunes, il faut comprendre que l'Afrique, c'est le plus jeune continent, les jeunes, ils sont hyper connectés. Ça veut dire qu'ils trouvent là aussi leur compte aussi par rapport à nos mamans qui ils préfèrent garder l'argent ou qui est dans le domaine bancaire. Comment motiver un plus grand nombre ou bien travailler sur place avec des agences pour pouvoir effectivement créer cette proximité-là avec nos jeunes qui sont hyper connectés. Je vous remercie. Vous avez évoqué un point qui est très important. Quand une entreprise évolue sur un grand segment où on retrouve plusieurs tranches d'âge, il faut s'adapter. Ouais. Ce que je suis en train de dire, ça peut s'expliquer de part et d'autre. Il y a une raison. Pour les banques, elles ne mettent pas autant d'argent parce qu'elles se disent que quelque part, quand on crée une agence, il y a des frais, alors qu'on n'a pas assez de personnes. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avoir un compte bancaire en Afrique, c'est un luxe? Tout le monde ne va pas à la banque. Donc, c'est ce que je dis. J'ai parlé du succès des mobile money. Pourquoi il y a eu cette explosion? Je pense que si on parle de ce succès, on peut comprendre ce que devrait faire la banque pour attirer le plus de personnes. Les mobile money sont facilement accessibles. Le transfert d'argent par mobile money, regardez le coût, la différence. Lorsqu'on veut transférer de l'argent à quelqu'un, on n'a pas besoin d'abord de se déplacer, facilité d'accès via le téléphone. Aussi, les coûts sont relativement bas par rapport à la banque classique. Et en plus de ces deux aspects, vous voyez que en termes de garantie, en termes de pièces à fournir pour ouvrir un compte bancaire, mobile money, c'est faible. Mais on ne peut pas aujourd'hui décider de transporter le modèle occidental en Afrique et chercher à avoir un succès alors qu'on n'est pas dans les mêmes contextes socio-économiques. Voyez-vous que pour créer un compte bancaire en France, généralement on demande un lieu d'habitation, on demande aussi de fournir certains papiers relativement à l'activité qu'on mène, parce qu'on ne va pas déposer son argent simplement pour déposer l'argent. Il faut qu'on soit éligible à des crédits. Il faut que tous ces services soient complets. Mais l'informel est l'un des principaux problèmes de la banque. Et l'adressage. Voilà l'adressage où on va en revenir, là, qui concerne effectivement de l'informel. Qu'est-ce que sont le dressage selon vous concrètement? L'adressage des rues, c'est une technique qui consiste bien sûr à nommer les rues, avoir des numéros d'appartement comme on connaît. J'ai dû prendre aujourd'hui le GPS, mettre simplement l'adresse et je me suis rendu à la tout tam-tam. Et c'est chose qui devrait être effective en Afrique parce que lorsque la banque est réticente dans les crédits, alors que sans crédit on ne peut pas financer une économie aussi. Il faut créer de la ressource. Mais la banque veut avoir une assurance. Quand elle donne, elle prête lorsqu'elle prête. Mais la première assurance, c'est de savoir où trouver la personne qui a emprunté de l'argent. Voyez-vous? Alors qu'en Afrique, il est difficile de pouvoir retrouver les personnes. Donc, aujourd'hui, il est nécessaire, il est important que nous puissions parvenir à l'adressage des rues. Cela peut paraître difficile en soi, quand on voit comment les rues sont bien organisées en France et tout, mais il faut commencer quelque part. Effectivement. Même avec un projet bénévole, nous, avec Africainement, ce sera un sujet sur la table à partir de janvier prochain, lorsque nous allons faire le bilan de l'année. Je pense qu'en année 2021, c'est un sujet sur lequel on va se plancher parce que c'est d'une grande nécessité. Lorsque nous prenons des jeunes dans une commune, si vous voulez, je prendrai l'exemple de la Côte d'Ivoire que j'aime tant, qui est mon pays. À Cocody, on peut, bénévolement, on peut recruter des jeunes, leur montrer comment reconnaître une rue, reconnaître des ruelles, reconnaître des impasses, reconnaître des avenues. Et ils peuvent commencer à noter, à numéroter, à enregistrer des maisons, à l'aide des photos. Et avec le numérique, on peut passer à ces systèmes. C'est vrai que c'est important le dressage des rues d'une manière. C'est vrai qu'Africalement, il peut toujours apporter sa pierre à l'édifice. C'est pas un travail de l'État, des services d'urbanisme, des experts en géomètre.
Et tout ça, le tessage des rues, ou bien, je vois dans certains pays, on note des numéros, chaque maison doit avoir un numéro d'immatriculation. Ici, là, ici en Europe, il y a des boîtes aux lettres, chaque maison a quand même un numéro X, Y, et en même temps aussi, il y a beaucoup de certains quartiers sont des quartiers sous-intégrés. On peut avoir un quartier, bien sûr. Aussi d'y arriver concrètement à ce problématique de tessage. Bien sûr, tout ne peut pas être parfait en un jour, mais comprenez-vous que ce n'est pas parce que des quartiers sont sous-intégrés, ne sont pas développés, qu'on ne peut pas identifier quand même des logements. Je pense que c'est pourquoi nous avons donné le nom africainement, il faut s'africaniser. S'africaniser sous-entend que selon nos réalités, en tenant compte de nos réalités africaines, nous devons pouvoir trouver des solutions adaptées. C'est parce que l'on veut copier ce que l'on a vu que l'on n'arrive pas à parvenir à un idéal. Si l'on regarde ce que l'on a vu en adaptant à ce que l'on a, on peut parvenir à un idéal. Nous avons vu comment les gens ont procédé en France et en Europe. En Afrique, on a nos réalités. Et donc, si ça ne sera pas autant parfait comme en France, il faut débuter, même si on a des maisons qui sont mal alignées, il faut réussir à les donner des numéros. Il faut réussir à les intégrer dans des systèmes pour qu'on puisse les identifier. Si on met sur Google Maps, on puisse retrouver ces endroits. Bien sûr. Et je pense que, comme nous avons tout de suite quitté le sujet, je n'ai pas eu le temps de le rappeler, c'est le retour d'expérience parmi les problèmes. J'étais tout à l'heure en communication avec mon père depuis Abidjan, qui s'est rendu à la banque parce qu'il avait un souci. Et c'était étrange qu'aujourd'hui on ait une émission sur la banque, mais automatiquement il me parle d'un problème bancaire. Et il se rend à la banque. Et il me fait comprendre que ça fait 40 minutes qu'ils sont assis et qu'ils ne sont pas reçus. Et j'ai vu que les rapports qu'il a eus avec la chargée des clientèles n'étaient pas de très bons rapports. Encore eux, ils connaissent la nécessité d'avoir un compte bancaire. Mais voyez-vous, une dame ou une personne qui n'est pas allée très loin dans les études, qui a un tel comportement, qui assiste à un tel comportement, il s'est créé encore une grande réticence. Et donc ça, c'est un problème très important. En Europe, lorsque nous sommes arrivés, bien sûr, pour les études au départ, et nous avons rencontré les structures bancaires pour avoir leurs offres et tout, nous avons été recontactés. Le parcours client a été correct, les relations avec la banque est correcte. Mais si en Afrique, nous devons mystifier la banque, c'est-à-dire que le banquier est quelqu'un à qui on n'a pas accès, il faut avoir un certain niveau de vie. À la fin des comptes, pour attirer du monde, il faut comment dire, soigner d'abord l'accueil. C'est ça. Une personne d'un certain âge attend presque avec la chaleur pendant 30 minutes assis, c'est pas normal ça. Comment voulez-vous attirer du monde pour qu'ils puissent venir dans des banques qui ont pignon sur eux? Comment inventer un autre modèle, réinventer les banques de demain afin pour pouvoir réellement servir les habitants, pour il y a la satisfaction des clients, parce que là, il n'y a pas de satisfaction. Je vous remercie, madame, vous êtes plusieurs fois revenir sur cette question, mais au départ, je voulais d'abord présenter les problèmes de la banque afin de trouver des solutions. Bien sûr, on en a déjà parlé pour la plupart. Aujourd'hui, si nous ne devons pas forcément réinventer la banque. Nous devons plutôt chercher à adapter nos économies. L'économie et la banque doivent s'adapter, doivent matcher, chose qui n'est pas le cas. Nous savons très bien que nous sommes dans une économie qui est dominée par l'informel. On ne peut pas laisser l'informel et la banque ne vont pas de pair parce que la banque a besoin de plus de garanties, alors que l'informel ne peut pas produire ces garanties. Ce que nous demandons, ce n'est pas que la banque doit descendre jusqu'à fonctionner avec l'informel, ça ne nous arrange pas. Mais nous devons trouver un mécanisme assez conséquent pour que, bien sûr, nous puissions formaliser l'informel. Parce que voyez-vous que le main à main en Afrique est quelque chose qui est très pratiqué, surtout en Afrique subsaharienne. Alors que lorsque l'État ne maîtrise pas les flux financiers dans un État, comment d'abord financer l'économie, comment avoir de bons indicateurs? Et cela passe par un travail qui doit être fait. Au niveau de nos ministères, bien sûr, dans nos différents États, il faut que cela devienne la priorité des gouvernements. En vérité, l'informel, nous ne devons pas avoir un mauvais œil sur l'informel, comme si c'était
un endroit où un vase où se retrouvaient les mauvais métiers. Ce n'est pas le cas. Nous allons voir dans certains pays en Afrique où avoir une boutique et on est dans l'informel. Vendre de la loco, on est dans l'informel. En clair, l'informel, c'est tout ce qui est activité qui échappe au contrôle de l'État. Effectivement, ça veut dire que l'informel fait vivre des millions de familles. Il ne faut pas arrêter l'informel. Hein. L'informel font payer des études, les enfants, les mamans, c'est eux qui tiennent la maison. L'informel, il faut seulement le structurer, à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, je ne peux pas être contre l'informel. Je ne peux pas être contre l'informel. On en a parlé tout à l'heure du Sénégal. Mais 80% de la population active au Sénégal est dans l'informel. Voyez-vous comment le secteur informel a été touché par la crise coronavirus en Afrique dernièrement? C'est parce qu'il y a un problème de structuration, pardon. Alors qu'en France, lorsqu'il y a eu la crise à coronavirus, on a vu que les banques pourraient soutenir des économies, des entreprises, on a vu l'État. Mais comment voulez-vous qu'en Afrique, alors que nous avons une multitude de vendeuses de poissons, de vendeuses d'attiéké, de vendeuses d'oranges, de personnes avec des petites activités, comment on les identifie? Comment on trouve, on mesure l'impact qu'a eu la crise sur leur économie, sur leur activité, pour avoir un plan de relance? Effectivement, donc, on ne peut pas avoir un impact au milieu mesurable. C'est sûr. Parce qu'on n'a pas de données, manque de données. Clairement. Et c'est un enjeu capital aujourd'hui dans les différents États. Et on ne peut pas, de ce fait, rester avec l'informel, parce que nous savons son impact dans le PIB. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Comme je le dis, il faut des ministères qui sont suffisamment dédiés, à qui on met une grande pression pour commencer à enregistrer et encadrer les métiers. Essayer de les encadrer avec des législations. Si aujourd'hui, il faut un petit titre pour être reconnu comme vendeuse d'aloco et que les vendeuses d'aloco sont érigées en chambre, voyez-vous que ça devient simple de savoir dans la commune de Cocody combien de vendeuses d'aloco il y a qui sont en droit de vendre l'aloco. On peut facilement leur donner des règles de conduite. On peut mettre une législation. Par exemple, s'ils ont une patente qui les permet de vendre, donc ils sont métalement enregistrés quelque part. Ce n'est pas suffisant. Comme je le dis, ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous, en tant que responsable directrice de la radio, vous avez, même si on vous reconnaît comme c'est à vous appartient cette activité et tout, alors que quand vous partez en Côte d'Ivoire, si je veux prendre cet exemple, ou même au Bénin, partout, une dame qui vend, même si elle n'est pas là que quelqu'un d'autre vend, il n'y a pas une étiquette réellement collée à une personne. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on peut rentrer en Côte d'Ivoire, je peux devenir chauffeur, je peux mener une activité, je suis dans l'informel, je peux faire toutes les activités. Quand c'est comme ça, on ne peut pas, même si on veut prendre des mesures de bonnes mesures pour ce secteur, on ne peut pas connaître le nombre de personnes qui exercent, on ne peut pas savoir cette activité remporte en moyenne combien, quels sont les réels chiffres, on ne peut pas essayer d'aider, mettre un plan d'aide ou encadrer correctement. Voyez-vous tous ces problèmes. Et si la banque n'arrive pas, je le dis, la banque n'arrive pas à être au mieux, à avoir une belle forme en Afrique, c'est parce que la banque n'arrive pas à maîtriser l'informel, n'arrive pas à évoluer avec l'informel. Il en est de même pour les PME et tout ça, et nous aurons l'occasion d'en parler. Mais comprenez que nous avons un défi en Afrique pour que les choses puissent se relancer correctement. Il faut que nous puissions, bien sûr, passer ce cap de l'informel. Passer le cap de l'informel ne sous-entend pas étouffer l'informel, mais sous-entend le soutenir à tel point qu'il devienne formel. C'est ce que je pense. Oui, effectivement, on voit toujours aussi, on va revenir toujours dans l'informel, aussi on va voir aussi au niveau des PME. Les PME aussi ont des problèmes d'aide bancaire, ça dit qu'il y a une forte demande, mais l'offre est très très limitée. Ça pose aussi un autre problème. L'informel ne peut pas avoir des crédits au niveau des banques. Les PME sont réellement enregistrés. C'est vrai. Ils sont réellement enregistrés avec le numéro d'immatriculation. Eux aussi, ils en éprouvent aussi des difficultés au niveau des banques. Et pourtant, il y a une forte demande. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Et ça y va aussi des systèmes comptables. Vous connaissez l'information financière. Il faut qu'en Afrique, on ait des cabinets indépendants capables de nous transmettre correctement des informations financières. Parce que
lorsqu'il s'agit des PME, c'est bien sûr ces questions se penche la banque. Il faut la disponibilité de vraies informations financières. Il faut connaître un peu la vie, la santé financière de l'entreprise. Vous voulez dire que les cabinets de comptabilité n'arrivent pas à bien offrir des services, des bilans comptables crédibles? Ce serait, si je le dis comme ça, ce serait mettre en doute les cabinets comptables. C'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire que, bien sûr, l'information financière, comme une information, elle est facilement. Je peux vous donner une information tout à l'heure, mais il y a la manière de donner. Vous êtes parfaitement d'accord. Et donc, nous devons arriver, bien sûr, à présenter correctement la vie de nos États, la vie de nos entreprises, de nos PME, avec de nouveaux indicateurs qui sont propres au climat africain. C'est très important parce que j'ai vu que lorsque nous voulons, même, on n'est pas dans ce sujet, mais même c'est le cas du PIB, qui souvent ne reflète pas les réalités économiques de nos États, nous devons passer un cap. C'est le cap de s'approprier notre propre vie. S'approprier notre propre vie ne veut pas dire vivre dans l'autarcie, mais c'est quand même réfléchir en fonction de nos réalités, adapter en fonction de nos réalités. Et si les banques sont réticentes au niveau des PME et tout, c'est parce que souvent même, ils se confondent, il y a une confusion entre patrimoine de l'entreprise et patrimoine de l'entrepreneur. Il y a ces problèmes-là qui sont là. Vous voyez qu'il y a une nécessité d'encadrer les entreprises en Afrique, vous voyez. Et quand le banquier n'arrive pas à voir cette différence, à percevoir la différence qui existe entre ces deux côtés, on ne sait pas qu'est-ce qui est pour l'entrepreneur, qu'est-ce qui est pour l'entreprise. Il y a ces petits soucis. Mais on reste très optimiste. Comme je l'ai dit, on peut faire quelque chose pour que tous ces systèmes puissent être lancés. Je vous comprends. Monsieur le secrétaire à la communication, vous avez quelque chose à nous en parler un petit peu, toujours dans le cadre du microfinance? Dans le cadre de la microfinance, moi, ce sur quoi j'allais rebondir, ce sur quoi le président a dit, sur ce quoi j'allais rebondir, c'est plutôt l'aspect de la présence de l'informel. Comme il a pu le souligner, c'est que l'informel est cette forme d'auto-entrepreneuriat qui est majoritaire en Afrique. Et à ce moment-là... Là, moi, je préfère le mot terme auto-entrepreneuriat. Auto-entrepreneuriat. Ça, oui, pour pouvoir effectivement évacuer, parce que notre émission aujourd'hui aussi, comment innover, inventer. Ça veut dire que ça, c'est vraiment aussi à inventer, mais ça va prendre du temps pour que les gens puissent mettre entre guillemets en tête le mot auto-entrepreneuriat. C'est une innovation aussi. Parce qu'en effet, c'est que la majorité des personnes qui sont dans l'auto-entrepreneuriat représentent cette majorité qui sont les actifs de l'informel. Bon, on dit selon certains chiffres, dans certaines études, en Afrique subsaharienne, on est à 90%. Donc on se rend compte tout à fait du poids que ça a sur l'économie de nos pays. Et à ce moment-là, dans le contexte de la microfinance, c'est que la microfinance, elle intervient comme étant cette alternative qui, avec son produit phare, notamment les microcrédits, permet de financer les acteurs de l'informel, qui, eux, sont exclus du système bancaire classique. Et à ce moment-là, dans le contexte où tous les organismes de la microfinance, en fait, je me dis peut-être que oui, c'est ça, parce que je pense que c'est la microfinance dans le cadre des crédits, puisque quand il évoquait, c'est ça, ne sont pas les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs n'ont pas la facilité d'accès au crédit. En effet. Effectivement. Donc c'est d'ailleurs une belle question que vous posez, parce que ça ouvre sur une thématique qui est très importante, celle de dire est-ce que sur l'aspect du crédit, les microfinances remplacent la banque qui a échoué en Afrique? En effet, ça aussi, c'est une bonne question qui renvoie à une autre bonne question. Voilà. Vous qui êtes dans le domaine, c'est à vous maintenant d'apporter une bonne éducation ou une bonne information fine à nos auditeurs. Vous êtes en direct avec Boris Kwaku, le président de l'association africaine qui est en direct
sur Radio Tam-Tam. C'est pour rappeler à nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre qu'aujourd'hui, nous abordons le thème de le taux de bancarisation en Afrique noire subsaharienne. Nous allons aborder aujourd'hui la présentation de la situation africanement et puis aussi de l'éducation bancaire. Maintenant, nous abordons toujours le microfinance, comment financer l'informel, que le secrétaire à la communication vient de nous dire que c'est l'auto-entrepreneuriat. En effet. Voilà. Voilà, vous êtes toujours en direct sur Radio Tam-Tam. Nous allons peut-être pouvoir marketing pop. Radio Tam-Tam, 100% musique.